Bien, merci. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Effectivement, c'est un sujet central. En tout cas, ça devrait être un sujet central dans les débats politiques au sens large du moment dans cette société. Alors, en deux mots pour me présenter, donc moi je suis sénateur du Nord, je suis à la commission des finances du Sénat. J'ai été élu en 2011 la première fois. Et dans ma vie, j'ai été professeur d'anglais pendant 30 ans. J'ai enseigné l'anglais de 1980 à 2010. J'étais maire de la commune pendant 22 ans. Aujourd'hui, je suis resté conseiller municipal puisque le cumul n'est plus possible, comme vous le savez. Je suis toujours au Sénat, réélu en 2017, à la commission des finances, commission que je n'ai pas choisie. Quand je suis arrivé au Sénat, on m'a dit tu veux aller où? Je ne sais pas, il va faire économique, mais écoute, il manque quelqu'un à la commission des finances, ça serait officiel. Donc j'ai rien choisi, et je suis très content, et je ne regrette pas du tout ce choix qui m'a été imposé. Ça a complètement changé ma vision du monde et ma compréhension de cette société, et plus globalement du libéralisme et du capitalisme, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom. Parce qu'on maintenant on parle du libéralisme, parce que dans le mot libéralisme il y a liberté, donc c'est plus joli que capitalisme, et capital, c'est connoté comme tel. Alors, je vais apporter quelques éléments complémentaires et quelques éléments plus particuliers sur ce qui vient d'être dit par rapport à la fiscalité. Et je repars de l'expression finale de notre ami qui dit « vive l'impôt ». Effectivement, si vous dites dans une campagne électorale « vive l'impôt », vous diminuez considérablement vos chances d'être élu. Aujourd'hui, pour être élu, il faut dire « je vais baisser les impôts et je vais réduire le déficit ». Voilà, le déficit en France, ça fait 45 ans qu'il existe. Le dernier budget équilibré de la République française, c'est 1974. Depuis, on est en déficit. Et depuis, on a emprunté sur les marchés financiers, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais cette dette sert de clé de voûte à la gestion de nos sociétés. Ça fait 2 générations qui ont grandi dans ce contexte de fin du monde. Il n'y a plus d'argent pour le logement, pour les collectivités, pour l'éducation, pour les retraites, pour la santé, tout ça coûte très cher, mesdames et messieurs. La dette, c'est comme le poumon de Molière, voilà l'imaginaire, le poumon oblige le poumon. Voilà, c'est la dette. Et tous les gouvernements, au-delà des alternances, reprennent le même couplet à chaque fois, la dette. Et au nom de la dette, eh bien, on nous impose l'austérité et la casse de tout ce qu'on vit. Alors oui, vive l'impôt. Alors on n'est pas les seuls à le dire. Je vais citer le secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt dans les années 30 aux États-Unis. Après le krach de 29, la crise qui s'en est suivie en Europe, aux États-Unis bien sûr, et Roosevelt élu, a mis en place un New Deal, des grands chantiers, il a relancé l'économie, c'était pas un révolutionnaire, mais il a relancé les choses après le krach financier que déjà les banques avaient organisé et fait subir au peuple du monde à l'époque. Et il avait un secrétaire d'État au Trésor qui s'appelait Henry Morgenthau, parce qu'il a pris des mesures antitrust à l'époque. Il s'est attaqué à la grande banque, au grand groupe, il s'est vraiment attaqué au capital, au cœur de la machine. Il n'était pas très aimé de ces milieux-là, bien sûr. Il a même inventé une tranche d'impôt à 93%. Eh bien, ça n'a pas empêché les États-Unis de se confirmer première puissance mondiale. Et c'est Clinton qui a mis fin, dans les années 90, quand il était à la Maison-Blanche, à cette tranche de 93%, parce que même c'était un peu excessif, on lui expliquer, du côté des financiers, Monsieur le Président, c'est un peu excessif. Et Morgenthau disait, l'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. Ben voilà. Je crois que cette phrase dit tout. Moi, je m'en fiche de payer l'impôt, je suis fier de payer l'impôt, pas pour la gloire, mais parce que, effectivement, si je fais un malaise cardiaque là, dans le quart d'heure qui vient, on va m'emmener à l'hôpital, sans demander si j'ai une assurance privée qui permettra de financer le coût d'opération. Je dis ça d'expérience personnelle, non pas que j'ai fait un malaise, mais mon fils vit en Californie depuis 4 ans, dans la Silicon Valley. Et il a scolarisé ses 2 gamines dans une école maternelle, elles avaient à l'époque 3 ans et 5 ans, parce qu'aux États-Unis, avant 6 ans, il n'y a pas de système public, c'est privé. Ça lui a coûté $30 000 l'année scolaire pour 2 gamines de 3 ans et 5 ans, 27 000 €, vous voyez. Et aux États-Unis, pour financer ses études universitaires, il faut emprunter. Et pas 10 000, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000, selon la spécialité. Non, mais c'est de ce niveau-là. Stanford, Berkeley, tous les grandes universités américaines, et même les universités publiques, il faut payer, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des banques américaines qui sont exposées au risque de la dette étudiante. 2008, vous vous souvenez, c'est la crise du logement, les subprimes, les banques avaient prêté beaucoup plus qu'elles n'auraient dû. Elles ont pris des risques inconsidérés. Et bien aujourd'hui, il y a des banques américaines, c'est 1 400 milliards de dollars la dette américaine aux États-Unis aujourd'hui. Donc si demain,
Parce que si vous avez un boulot, vous rembourserez pendant 10, 15, 20 ans. Obama a fini de rembourser sa dette étudiante juste avant de rentrer à la Maison-Blanche. Il avait 45, 46 ans. Vous voyez? Alors lui, il a eu le boulot, ça va, il a remboursé. Mais ceux qui ne trouvent pas de boulot, qui trouvent des boulots faiblement rémunérés, Uber, Deliveroo, enfin, vous voyez, ce genre de choses-là, où il faut 2-3 boulots pour essayer de s'en sortir à peu près aux États-Unis, eh ben, il y a des banques qui risquent demain de ne pas être remboursées. Et de l'effet domino, on peut revivre, je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais on est à la veille, peut-être, d'un nouveau krach financier mondial demain avec cette dette étudiante. Tout ça pour dire que si on ne paye pas l'impôt, eh ben, on n'a pas de sous pour vivre, on n'a pas de service public pour se soigner, se former, etc. etc. C'est ça l'impôt, fondamental. Alors les gens ne rejettent pas l'impôt. Ce que les gens rejettent, c'est l'injustice fiscale. Le mouvement, cette crise sociale et politique qu'on a vécue depuis le mois de novembre avec les Gilets jaunes, qui l'ont fait à leur façon, mais poser ces questions-là, d'abord et avant tout, justice sociale, justice fiscale, et moi j'étais content de voir apparaître sur les banderoles, dans les slogans, sur les ronds-points, paradis fiscaux, évasion fiscale. Ça veut dire que le sujet commence à s'imposer dans le débat public et c'est très bien. Parce que si ça ne passe pas dans le débat public, ceux qui nous gouvernent successivement, la main sur le cœur, vont nous promettre de s'attaquer au sujet sans rien toucher au cœur de la machine d'évasion fiscale qui coûte, ça a été rappelé, 60 et 80 milliards d'euros chaque année au budget de la République. C'est exactement le prix du déficit annuel de la France. Imaginez un instant une société dans laquelle il n'y aurait plus de déficit, un budget équilibré, comme d'ailleurs c'est l'obligation pour les collectivités, je le dis au passage, une commune, un département, une région, une interco n'a pas le droit de présenter et de voter un budget en déséquilibre. Si vous le faites, le préfet va vous dire, monsieur le maire, monsieur le président, madame la présidente, revoyez votre copie, il manque 1 euro dans vos recettes pour équilibrer les dépenses. Et bien l'État, lui, chaque année, se vote allègrement, démocratiquement, un budget en déficit. Voilà. Donc, alors, les gens ne sont pas contre l'impôt, ils sont contre un impôt injuste. Et tout ce qu'on vit, là, cet impôt injuste, ça a été présenté, l'évasion fiscale, etc., tout ça, ça fragilise ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Et oui, et quand il n'y a plus de consentement à l'impôt, eh ben, c'est la jungle. Hein. Il n'y a plus de société, il n'y a plus de république, il n'y a plus d'équité, il n'y a plus d'égalité. Alors, et depuis quelques années, enfin quand je dis quelques années, ça fait quelques décennies, on voit bien que la taxation du capital, hein, ça a été rappelé par notre ami, a diminué au détriment de la fiscalité du travail qui, elle, n'a fait que croître et embellir. Hein. Progressivement, ça ne s'est pas fait brutalement, hein, mais au fil des années, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une bascule qui se fait. Et on taxe beaucoup moins le capital et on taxe beaucoup plus le travail. C'est très net. J'ai pris, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais quelques chiffres quand même, on parle finance. Les chiffres du budget 2019 de la France, là, que j'ai comparé à 2009, il y a 10 ans, pour voir l'évolution. Très lente, mais très sûre et très claire. Le budget de la France, cette année, en recettes, c'est 300 milliards d'euros en recettes, à peu près. Hein, et 370, 75 en dépenses, d'où le déficit. L'impôt sur le revenu, cette année, que nous allons tous payer, va rapporter, c'est ce qui est prévu, 70,5 milliards. C'est-à-dire 23,5% de nos recettes globales. L'impôt société va rapporter cette année 31,5 milliards, soit 10,5% de nos recettes. Et la TVA, là c'est le plus gros coup, c'est 130 milliards prévus, c'est presque la moitié. Cette année c'est un peu moins, hein, mais en général c'est la moitié des recettes du budget de la République, la TVA, que tout le monde paye, sans exception. Que vous soyez allocataire du RSA ou milliardaire, vous achetez votre litre de lait au magasin, vous paierez la même TVA. Ça n'a pas le même poids. Sur une personne qui a 500 € et sur une qui ne sait même pas ce qu'elle a, ça n'a pas le même poids. Et la TVA, c'est sans doute l'impôt le plus injuste. Vous voyez, ben ça, c'est la moitié des recettes de l'État. Donc, vous voyez les chiffres, 23,5 impôts sur le revenu et 10,5 impôts société. Retenez ces deux-là. On va remonter 10 ans en arrière, 2009. L'impôt sur le revenu rapportait 20% de nos recettes il y a 10 ans. Et l'impôt société, 15%, excusez-moi. Le chiffre, c'est 37 milliards. 37 milliards il y a 10 ans, 31 milliards et demi cette année. Avec un PIB qui a explosé en 10 ans. Vous imaginez ce que c'est. Chaque année, la France produit 2300 milliards d'euros de PIB, de richesse. On est encore la 6e puissance mondiale. Hein, avec 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté.
et 5,5 millions de gens dont l'existence dépend aussi de l'aide alimentaire, Restaurants du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, tous ces bénévoles qui font un travail remarquable, et heureusement qu'ils sont là. Plus de 5 millions de Français ne meurent pas de faim parce qu'il y a l'aide alimentaire. Voilà où nous en sommes dans ce pays. Alors c'est pas raconter Germinal que Texan, c'est notre réalité. L'Observatoire des inégalités a publié son rapport la semaine dernière. 2 chiffres. Les 10% les plus aisés ont perçu des revenus 8,7 fois plus élevés que les 10% les plus pauvres. En France, hein. Pas au Burundi, hein, en France. Les 10% des Français les plus favorisés récupèrent 23,8% de l'ensemble des revenus. Alors c'est naturel? C'est parce qu'il pleut? C'est parce qu'il fait beau? C'est dans l'ordre naturel des choses? Non. C'est une société qui produit et aggrave les inégalités. Est-ce qu'il y avait une urgence pour les 10% les plus aisés à supprimer l'ISF? Vous avez vu les manifs, les banderoles dans les rues? On meurt, on est asphyxié, supprimez l'ISF, s'il vous plaît, on n'en peut plus de payer l'ISF. Un mot sur l'ISF, ça a été évoqué, mais il faut remettre un peu les choses en place. Remettre l'église au centre du village. 37 millions de foyers fiscaux en France. 350 000 assujettis à l'ISF quand il existait. Vous voyez, ça fait 0,09% des contribuables français concernés par l'ISF. Patrimoine cumulé de ces gens qui payaient l'ISF, 1028 milliards d'euros. 3 fois et demi le budget de la France. Il faut le savoir quand même. Alors, on payait l'ISF quand on avait un patrimoine d'1,3 million. Levez la main, ceux qui l'ont. Ah, vous avez raté votre vie. 1,3 million. Hein? Avant, c'était 800 000. Mais Sarko, quand il est arrivé, il a augmenté à 1,3 et Hollande a oublié de le ramener à 800 000. Pourtant, son adversaire, c'est le monde de la finance, mais il a oublié. Je ferme la parenthèse. Alors, au-delà de 800 000 euros aujourd'hui, ces gens payaient 0%. Hein, et à partir d'1,3 million, on payait 0,5 et ça allait jusqu'à 1,5% au-delà de 10 millions. Donc vous voyez, il faut vraiment relativiser, quoi. Et l'impôt société, l'ISF moyen payé par ces foyers en 2015, je n'ai pas de chiffre plus récent, c'était 15 000 euros. Voilà, 15 000 euros. Vous voyez, il faut quand même relativiser. Alors après, sur la fuite à l'étranger, oui, il y en a qui se barrent, effectivement. Hein. 350 000. Il y a eu un rapport de la DGFiP qui a été sorti là-dessus. En 2002, il y a eu 383 départs. Il y a aussi des retours. Hein. Il y a aussi des retours, je vous dis. Hein. En 2005, 697 départs. Et en 2007, 908 départs. Bon voilà, c'est pas l'armée napoléonienne qui se barre, vous voyez, c'est quand même très ponctuel, c'est pas si simple que ça de partir à l'étranger, hein. Surtout quand j'ai un problème de santé, entre parenthèses. Bon. Voilà, donc voilà ce que c'est qu'on a un système fiscal foncièrement injuste, et bon, voilà, le président actuel et le pouvoir actuel encouragent ces gens-là dans l'espoir qu'un jour ça puisse ruisseler jusqu'en bas de la pyramide. Mais ça ne ruisselle pas, ça s'évapore, curieusement. Hein. Alors, on a parlé d'évasion fiscale, je vais en dire un mot, parce que j'ai fait en 2012-2013 rapporteur de 2 commissions d'enquête sur le sujet. Et ça a vraiment bousculé ma tête, ça a changé ma vision du monde, parce que, comme vous, je grandis dans une société depuis, enfin je grandis, je dis maintenant, je ne grandis plus, où il n'y a plus d'argent. On me dit il n'y a plus d'argent, la France vit au-dessus de ses moyens. Hein. Vous entendez cette musique depuis 30-40 ans. On n'a plus les moyens de financer notre modèle social qui est effectivement remarquable, que le monde entier nous envie, mais c'est dommage, il n'y a plus d'argent. Fillon disait ça. Fillon s'est retrouvé à la tête du gouvernement d'une France en déficit. Il nous dit ça. Hein, au mois d'août, il avait eu un petit coup de rosée, il paraît qu'il s'est un peu lâché. Il a dit voilà, la France est en déficit. Il s'est fait engueuler après. Non, on fait croire ça aux gens. On nous dit il y a un bébé qui est né ce matin dans cette ville, j'espère qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, et ce bébé, il est endetté. Il a une dette de 35-35 000 euros. Ah oui, il n'en sait rien. Il n'a pas sali sa première couche que déjà il est endetté en temps de monde. C'est quoi cette histoire? Mais à cause de qui? Mais à cause de ses parents. Ils ont voulu les 35 heures, ses parents. À cause de ses grands-parents qui ont voulu la sécurité sociale. Et ces derniers grands-parents, ils ont voulu les congés payés. Mais il faut arrêter. On n'a plus d'argent, messieurs. C'est fini.
Alors, je me suis amusé à faire un petit compte. L'évasion fiscale, je prends arbitrairement le chiffre de 80 milliards d'euros chaque année. Alors, Darmanin et les autres contestent ce chiffre, évidemment. Et on voit bien pourquoi. Hein. Oui, 50, 60, 100, et comme par hasard, ça correspond au déficit de l'État. Darmanin dit ça, pour casser un peu le truc. D'ailleurs, c'est pour ça que Macron a confié la mission d'évaluation à la Cour des comptes, plutôt que quand j'étais candidat pour l'Observatoire en santé. Mais bon, je n'ai pas été retenu. Voilà. Mais c'est rien, on va continuer la bataille. Je prends le chiffre de 80 milliards d'euros chaque année. Chaque année dans ce pays, il y a 800 000 naissances. Une génération, c'est 800 000 naissances. J'ai fait la division 80 milliards par 800 000, ça fait que chaque bébé, il a un crédit de 100 000 euros au titre de l'évasion fiscale seulement. Alors, je parle comme un banquier, depuis que je fais de la commission des finances, ça m'inquiète parfois. Je fais un relevé de compte, et le bébé, il a un solde créditeur, du coup de 100 000 moins 36 000, il a 64 000 euros, créditeur sur son compte pour financer ses couches, ses petits mots, son école maternelle, son centre de loisirs, sa vie, quoi. Et bien, si de temps en temps, au JT de 20h, on expliquait ça aux gens, François Langlais, que tout le monde connaît, François Langlais, qui est plus chauve que moi, il nous explique avec d'autres, la pensée unique, la dette, il n'y a plus d'argent, messieurs dames. François Langlais a publié un bouquin, à peu près en même temps que celui qu'on a publié, mon frère et moi, un sans domicile fisc. Nous, on explique que 80 milliards d'euros chaque année se barrent du budget de la République. Et lui, il a publié un bouquin en même temps, on était voisins, non pas de palier, mais d'étagères dans les librairies. Le titre de son bouquin, c'est « Tant pis, nos enfants paieront ». Je vous jure, je l'ai acheté ce bouquin. « Tant pis, nos enfants paieront ». Il y a que je l'ai acheté, donc voilà. Et on ne l'a pas offert, je l'ai acheté. Et donc voilà la théorie qui est propagée. On nous culpabilise. J'ai découvert d'ailleurs qu'en allemand, le mot dette, Schulden, est le même mot que le mot faute qui se dit Schuld. Quand les Allemands présentent une excuse, les excuses disent Entschuldigung. Entschuldigen Sie mich. Je suis coupable. Et donc vous êtes coupable d'être endetté. Vous voyez la dimension morale du truc. Moi je me souviens, ma mère disait toujours, on n'a pas beaucoup d'argent, mais je peux marcher tête haute dans le village. Je ne dois rien à personne. Et oui, le sentiment de culpabilité, oui, ils entretiennent ça. Donc vos petits-enfants, vous endettez vos petits-enfants, on l'entend tous les jours. Édouard Philippe, dans son discours de politique générale à Sénat, il a dit ça. On n'a pas le droit d'endetter les générations futures. Mais c'est une connerie sans nom. Je vous dis que c'est une connerie sans nom. Un mot pour terminer, pas être trop long, on verra dans le débat. Cette fameuse dette, là. Quand on arrive à la commission des finances du Sénat, au début, on ne comprend rien. Hein. Parce qu'en face de soi, on a des gens extrêmement compétents, Jean Arthuis, Serge Dassault, voilà. Ça s'est fait. Enfin, il est intelligent. Il vient voter le budget de la République avec lequel on va acheter ses avions. Trouvez mieux. Trouvez mieux. Trouvez mieux. Bon, Jean Arthuis, un ancien ministre de Chirac, etc. Donc, au début, on écoute, on est modeste, on est humble. Et puis, un peu à la fois avec son petit logiciel militant, on ouvre les yeux, il y a eu ces commissions d'enquête qui m'ont ouvert les yeux, et puis je découvre un jour que dans le budget de l'État, quand on reçoit les documents du budget au mois d'octobre, on a une petite plaquette qui fait la synthèse sur les chiffres, ceux que j'ai cités tout à l'heure, impôt revenu, société, TVA, machin, taxe sur le carburant, et je vois charge de la dette. Cette année, c'est 42 milliards d'euros. Cette année, le budget de la République, on va payer 42,5 milliards d'euros d'intérêts au marché financier qui nous finance depuis qu'on est depuis le traité de Maastricht, en gros. Le traité de Maastricht 92, interdiction aux États d'être financés par les banques centrales. Donc, financement sur les marchés financiers. Alors la souveraineté, pour l'interrogation, on y va. Alors, 42 milliards d'euros d'intérêts. Alors on se dit, mais si on est en déficit, il faut arrêter d'emprunter. Si vous, particulier, vous avez un petit découvert, vous avez un petit problème, vous allez voir votre banquier, vous devez changer la voiture. Monsieur le banquier, je voudrais changer de voiture. Attendez, vous avez un petit découvert, c'est embêtant, réglez ça, et après on verra. Mais la France est à découvert, et la France emprunte. Sans difficulté. On emprunte même à taux négatif aujourd'hui. On emprunte à taux négatif, on emprunte 100, et on va rembourser 98. Mais ils sont fous, les créanciers. Non, ils ne sont pas fous. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont être remboursés, parce que l'État, la France ne va pas disparaître demain. Un salarié peut mourir, une entreprise peut faire faillite, mais la France va payer, comme les Grecs ont payé. Ils paieront, vous voyez. Même s'il faut bosser jusqu'à 68 ans, même s'il faut supprimer la 5e semaine de congé payé, même s'il faut privatiser la Sécu, ils paieront.
Voilà, on est là-dessus. La France est chez Kofi Noga, quelque part. Oui. On est dans le crédit revolving. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on nous fait toujours planer la menace de la dette, mais les marchés financiers ils disent, mais pourvu que ça dure. Hein. Allez-y, endettez-vous, on vous suit. Il y a le ministre Guizot au 19e siècle qui disait aux Français, enrichissez-vous. Et bien aujourd'hui, les marchés financiers disent à la France, endettez-vous, on vous suit. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Je me suis abonné, vous connaissez l'agence France Trésor. L'agence France Trésor, c'est elle qui met sur les marchés les titres de dette. C'est-à-dire qu'on vend de la dette comme on vend des chaussettes ou des camemberts sur les marchés financiers mondiaux. Et ce matin, là, je suis informé régulièrement des mises sur le marché de la dette française. On a emprunté ce matin 8,9 milliards, là, à 0,54, moins 0,54%. C'est du bonheur. Vous voyez, tout ça continue, pendant que nous, on nous impose l'austérité, les difficultés et les régressions sociales. Eh ben, eux, les marchés financiers, mais ils s'engraissent, je ne vous raconte pas, c'est absolument fantastique, c'est un job d'avenir. Voilà. Mais alors, pour les peuples et les démocraties, il y a quelques sujets. Voilà. J'arrête là, on reviendra dans le débat, mais voilà les éléments que je voulais apporter à la réflexion.